que les autres rejoignent. On commence. Peut-être qu'il y aura pas de... On commence, c'est bon. Très bien. Je vais partager mon écran. Vous arrivez à voir l'écran? Oui. Oui, madame. Très bien. Juste... Je sais pas pourquoi il fait pas la diapo. Voilà. Très bien. Ah. Vous m'entendez? Très bien. Voilà. Donc, la dernière fois, nous avons vu les généralités. Aujourd'hui, on va voir ensemble les récepteurs hormonaux et mécanismes d'action des hormones. Donc, la dernière fois, j'aurais aimé faire les deux, mais on a eu beaucoup de soucis avec la connexion. J'espère qu'aujourd'hui, ça va bien se passer. Donc, comme on avait vu la dernière fois, on avait dit pour les hormones, il faut toujours avoir une cellule émettrice qui va synthétiser et sécréter, dans notre cas, l'hormone en question. Il y aura une cellule réceptrice qui va recevoir ce message, ce messager. Et pour que cette cellule réceptrice reçoive le message, il faut qu'elle dispose d'un récepteur. Et donc, également, je vous ai dit que le récepteur était de nature protéique. Donc, comme vous le voyez sur la diapo, c'est une structure protéique qui a pour rôle, dans un premier temps, de reconnaître l'hormone ou une classe d'hormones. Donc, on l'avait vu déjà la dernière fois. Et d'autre part, elle va pouvoir se lier à cette hormone. Et après, c'est cette liaison de l'hormone à son récepteur qui va induire un changement de conformation au niveau du récepteur et ça va déclencher toute une cascade de réactions pour obtenir la réponse biologique dont on a besoin. Et on l'avait également la dernière fois, on avait dit que cette liaison hormone-récepteur avait 4 caractéristiques. C'est une liaison réversible, c'est-à-dire dès que la réponse biologique a été obtenue, on peut, à ce moment-là, l'hormone pourra alors se dissocier de son récepteur. D'une part, on avait dit que c'est une réaction spécifique. On avait dit que chaque récepteur était spécifique à une hormone ou un groupe d'hormones donné. On avait dit que c'était une liaison qui était, il y avait une très grande affinité entre l'hormone et le récepteur. C'est pour ça qu'on a besoin de très faibles concentrations d'hormones pour se lier. Et on avait dit qu'également, il y avait cette notion de saturabilité, c'est-à-dire que le nombre de récepteurs au niveau de la cellule réceptrice était limité et c'était un moyen de régulation de notre activité biologique. Ce qui est nouveau, c'est que chaque récepteur possède 2 sites de liaison. On a un site de liaison proprement dit à l'hormone, donc où l'hormone va se lier. Il y a un autre site qu'on appelle un site effecteur. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de changement de conformation, c'est au niveau de ce site effecteur. C'est-à-dire que le site effecteur, quand l'hormone n'est pas liée à son récepteur, ce site effecteur, si vous voulez, il est masqué, il est caché. Et dès que l'hormone se lie à son récepteur, on va démasquer ce site effecteur. Et donc, on va avoir activation de notre récepteur et donc réponse biologique. Donc là également, on avait vu la dernière fois, on avait dit qu'en fonction de leur mécanisme d'action, on peut distinguer 2 types d'hormones. On avait dit que les hormones qui agissaient via un récepteur membranaire et les hormones qui agissaient via un récepteur nucléaire. Et ça va de soi, puisqu'on avait également vu qu'il y avait 2 types d'hormones selon leur propriété physico-chimique. On avait les hormones hydrophiles, généralement ce sont les hormones qui sont de nature protidique, donc peptidique, et les hormones lipophiles, ce sont des hormones qui généralement dérivent du cholestérol, mais il n'y a pas que, il y a même les hormones thyroïdiques. Donc quand l'hormone est lipophile, donc elle peut aisément traverser la membrane plasmique, puisque la membrane plasmique, elle est formée de la bicouche lipidique. Et donc, l'hormone peut traverser cette membrane. Dans ce cas, le récepteur va se trouver à l'intérieur de la cellule, soit au niveau du cytoplasme, soit au niveau du noyau. Et dans tous les cas, on va parler d'un récepteur nucléaire. Par contre, si l'hormone, elle était de nature protidique, donc hydrophile,
elle ne pourra pas traverser la couche lipidique, donc la membrane plasmique. Et dans ce cas, on est obligé d'avoir le récepteur au niveau de la membrane. Ensuite, le récepteur, l'hormone, quand elle va se lier à son récepteur, il y aura toujours ce changement de conformation au niveau du site et démasquer le site effecteur et donc réponse biologique. C'est OK pour le moment? Oui, madame. Très bien. Oui. Donc, on commence par les récepteurs membranaires. Donc, comme leur nom l'indique, un récepteur membranaire, donc il se retrouve à l'intérieur même de la membrane plasmique. Donc, c'est une protéine qui est ancrée dans la membrane plasmique de la cellule cible. Et, comme on vient de le voir, interagissent avec des hormones hydrophiles. Donc, quelle que soit la nature du récepteur membranaire, tous, ils contiennent 3 domaines. On a un domaine extracellulaire, qui est l'extrémité interminale. On a un domaine transmembranaire, c'est la partie qui est ancrée dans la membrane plasmique. Et on a un domaine intracellulaire, donc du côté de la cellule, qui correspond à l'extrémité C-terminale. Et parmi ces récepteurs membranaires, on peut distinguer 3 classes ou 3 familles. C'est comme vous voulez. Donc, on peut distinguer les récepteurs qui sont couplés à la protéine G, les récepteurs qui sont doués d'une activité enzymatique et les récepteurs ionotropiques, ce sont les fameux canaux ioniques. Donc là, les récepteurs ionotropiques, vous les avez fait normalement en physiologie en première année. Vous avez fait les canaux ioniques. Donc là, je vais pas le faire puisque nous, on va faire que les hormones. Donc, on va voir que les 2 premiers, c'est les récepteurs couplés aux protéines G et les récepteurs qui sont doués d'une activité enzymatique. Là également, normalement, vous en avez un petit peu parlé en physiologie, je suppose. Donc, on avait dit que, quel que soit le récepteur membranaire, il contient une extrémité ou un domaine extracellulaire qui correspond à son extrémité interminale. Il contient un domaine transmembranaire qui est ancré dans la membrane plasmique et un domaine intracellulaire qui correspond à l'extrémité C-terminale. Ces récepteurs qui sont couplés à la protéine G, ils ont la particularité, c'est que leur domaine transmembranaire, il est formé, vous voyez, de 7 hélices alpha, donc c'est la même chose ici. Donc on a 7 hélices alpha qui sont reliées entre elles par des boucles. Et donc là, vous avez 3 boucles du côté extérieur, donc extracellulaire, et vous allez avoir 3 boucles du côté intérieur, donc intracellulaire. Donc, s'ils sont couplés à la protéine G, donc on aura besoin de la protéine G. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me faites signe, hein, vous m'arrêtez. Donc, la protéine G, également, vous avez fait ça en physiologie l'année passée. Donc, la protéine G, c'est une protéine qui est du côté interne de la membrane plasmique. Donc, vous voyez qu'elle est juste au niveau de la membrane plasmique, mais du côté interne. Elle est formée de 3 sous-unités. Vous avez la sous-unité alpha, la sous-unité bêta et la sous-unité gamma. Ces 2 sous-unités bêta-gamma, elles sont toujours associées entre elles, elles se dissocient jamais. Donc c'est un complexe, si vous voulez, c'est un couple bêta-gamma. Et ces 2 sous-unités, en réalité, ce sont des sous-unités régulatrices. Lorsqu'elle se lie à la sous-unité alpha, notre protéine G comme ça, elle est inactive. Et lorsqu'elle se dissocie de la sous-unité alpha, notre protéine G, elle devient active. Pourquoi? Parce que c'est la sous-unité alpha en réalité qui est la sous-unité catalytique. C'est elle qui va agir. Et donc cette sous-unité alpha en réalité, comment elle sera active ou inactive? On avait dit que c'est par rapport à sa liaison à ce complexe bêta-gamma, mais en réalité, c'est par rapport à ce GDP. Si elle fixe du GDP, alors elle sera alors associée au complexe et elle sera inactive. Si par contre, au lieu du GDP, on aura du GTP, là, elle va se dissocier et elle deviendra active. Vous allez voir. Donc là, vous avez un schéma qui explique un petit peu le cycle d'activation de votre protéine G. Donc là, on est au repos, on a notre membrane plasmique, on a notre récepteur couplé à la protéine G qui est toujours formé d'un domaine extracellulaire qui représente l'extrémité interminale, d'un domaine intracellulaire représenté par l'extrémité C-terminale et d'un domaine transmembranaire qui est formé de 7 hélices alpha.
Et donc, à côté, nous avons notre protéine G avec les 3 sous-unités qui sont collées entre elles, donc inactives, et vous voyez que la sous-unité alpha, elle porte du GDP. En présence de l'hormone, donc là, le ligand, mais dans notre cas, c'est l'hormone. Lorsqu'il y a l'hormone, donc l'hormone, elle sera reconnue par notre récepteur, principalement par le domaine extracellulaire, c'est lui qui permet de reconnaître. Elle va alors se lier à son récepteur. Et cette liaison de l'hormone à son récepteur, on avait dit qu'elle va induire un changement de conformation au niveau, donc démasquer le site effecteur qui est ici au niveau du domaine intracellulaire. Donc à ce moment-là, notre récepteur est activé. À son tour, il va alors activer la protéine G. Comment se fera l'activation de la protéine G? Le GDP qui était là, il sera remplacé. Je dis bien remplacé, ce n'est pas une phosphorylation. On va remplacer le GDP par un GTP. Une fois que la sous-unité alpha a lié le GTP, là, elle est active, donc le bloc bêta-gamma va se dissocier. Vous voyez qu'ici, il y a dissociation du bloc bêta-gamma de la sous-unité alpha qui, elle, maintenant, elle est active puisque c'est la sous-unité catalytique. La sous-unité alpha étant activée, elle va à son tour activer un effecteur qui est l'enzyme. Et donc, cet effecteur étant activé va alors induire d'autres activations et donc on aura la réponse biologique qu'on attend. Et donc, si vous voulez, ce sera la traduction du message qui est porté par l'hormone en question. Une fois que cette activité est obtenue, donc on n'aura plus besoin. Donc là, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va déphosphoryler. Donc ce GTP, on va lui enlever un phosphore, on va le déphosphoryler, il va se transformer en GDP. Et si la sous-unité alpha lie le GTP, donc on va avoir une réassociation du bloc bêta-gamma avec la sous-unité alpha, donc désactivation de la protéine G et l'hormone également, elle va se dissocier de son récepteur, parce que vous avez dit que c'est une liaison qui est réversible, donc l'hormone se dissociant, et donc le récepteur deviendra inactif, on aura le repos. Et en présence d'une autre hormone, donc vous voyez que c'est un cycle. C'est clair? Je pense que j'ai été assez clair. Oui, madame. Très bien. Donc là, regardez, on avait vu que la sous-unité alpha, une fois qu'elle est active, elle va activer un effecteur. Donc maintenant, on va voir quels sont les types d'effecteurs qu'on peut avoir. Donc on a 2 principaux effecteurs. Je vous ai dit, ce sont des enzymes. On a l'adénylate cyclase et la phospholipase C. Et vous avez les différentes hormones qui agissent via l'adénylate cyclase et les différentes hormones qui puissent agir via la phospholipase. Donc, on commence par l'adénylate cyclase. Et donc là, par exemple, l'adénylate cyclase, on prend un exemple que vous connaissez tous, le glucagon ou alors l'adrénaline, puisque vous avez fait les glucides l'année passée. Vous avez par exemple votre adrénaline ou le glucagon, les deux ce sont des hormones hyperglycémiantes. Donc en cas d'hypoglycémie, donc on va synthétiser par exemple le pancréas va synthétiser le glucagon par ses cellules alpha. Le glucagon, il va venir se lier à son récepteur qui est couplé à la protéine G. Donc cette liaison de l'hormone à votre récepteur, comme tout à l'heure, va induire un changement de conformation au niveau du domaine intracellulaire, donc plutôt, on va démasquer le site effecteur. Donc le récepteur, il va s'activer. Le récepteur est activé, il va activer la protéine G, donc on vient de le voir tout à l'heure. Donc si votre protéine G elle a été activée, ça sous-entend qu'il y a eu le remplacement du GTP par du GTP. Et donc dissociation de la sous-unité alpha des 2 sous-unités régulatrices. La sous-unité alpha étant activée, elle va alors activer l'adénylate cyclase. C'est quoi le rôle de l'adénylate cyclase? C'est de former de l'AMP cyclique à partir de l'ATP. Vous avez une question? Non. Donc, l'adénylate cyclase, elle va transformer l'ATP en AMP cyclique. Lequel AMP cyclique va alors activer la protéine kinase 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre première année. C'est quoi la protéine kinase 1? Donc, vous voyez, la protéine kinase A, c'est une enzyme qui est formée de 2 sous-unités régulatrices et de 2 sous-unités catalytiques. Lorsque l'enzyme est inactive, donc les 2 sous-unités régulatrices sont liées aux sous-unités catalytiques et vous voyez que le site catalytique, là, il est masqué.
En présence de l'AMP cyclique, il peut être lié ici au niveau des unités régulatrices. Et donc, cet AMP cyclique qui a été formé grâce à la dénilacyclase, il va se lier. Et dès que les unités régulatrices lient l'AMP cyclique, elles vont se dissocier. Et donc là, vous voyez que le site actif, il va être démasqué. Et donc, notre sous-unité catalytique, elles sont libérées et l'enzyme, qui est la protéine kinase A, pour AMP cyclique dépendant, elle est active. Qu'est-ce qu'elle fait, la protéine kinase A? Je sais pas si j'ai un schéma ou pas, non? Donc, souvenez-vous, la protéine kinase A, à ce moment-là, c'est une kinase, donc elle va faire une phosphorylation. Quand on vous dit kinase, ça veut dire c'est une enzyme qui va phosphoryler. La protéine kinase A, elle va alors phosphoryler les phosphorylases kinases. Les phosphorylases kinases, une fois activées, elles vont alors phosphoryler les phosphorylases, ou alors les glycogènes phosphorylases. Les phosphorylases, c'est quoi? Ce sont les enzymes qui vont dégrader le glycogène. Et donc là, à ce moment-là, je vais dégrader mon glycogène et libérer du glucose. Bien sûr, il sera dans un premier temps libéré sous forme de glucose 1-phosphate, qui sera ensuite transformé en glucose pour maintenir toujours cette glycémie entre 0,7 et 1 gramme. Ou alors prendre d'autres voies. Si par exemple on a besoin d'ATP, il va prendre la voie de la glycolyse. Si on a besoin de former par exemple des acides nucléiques du ribose, etc., il va emprunter la voie des pentoses phosphates. Ça dépend après des besoins de l'organisme. D'accord? Le deuxième effecteur, c'est oui. Madame, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Alors l'année passée, est-ce que vous avez fait le métabolisme du glycogène? Oui, on l'a fait. Oui, madame. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu? Non. Vous avez tout oublié? Oui. Oui, malheureusement, je n'ai pas de schéma ici sur place. J'ai pas mon PC sur moi puisque je travaille avec le PC du bureau. Mais essayez de... S'il y avait un schéma, ça aurait été mieux. Mais essayez de me suivre. Parce que là, avec les hormones, je vous ai dit, c'est des cascades de réactions. Vous avez vu la dernière fois, quand on a fait les généralités, on avait vu qu'une molécule de glucagon, par exemple, permettait de libérer 100 millions de glucose. Parce que vous voyez que c'est des cascades. À chaque fois qu'une enzyme est activée, elle va à son tour activer une autre enzyme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toutes ces enzymes, elles existent sous deux formes. Une forme phosphorylée, qui est dans ce cas pour la dégradation du glycogène, qui est dans ce cas active, une forme non phosphorylée qui est inactive. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à des kinases. Les kinases, ce sont des enzymes qui vont phosphoryler. Donc, dès que l'enzyme est phosphorylée, elle devient active. Donc, je me répète. Donc, tout à l'heure, je regardais ici, on a eu activation. Donc, la dénilacyclase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va former de l'AMP cyclique. Cet AMP cyclique, il va venir, il va se lier ici. Donc, ici, c'était vide. Il va se lier au niveau des sous-unités régulatrices de votre protéine kinase A, qui était inactive. Une fois qu'il se lie, les deux sous-unités régulatrices, donc ici, elles vont se dissocier. Regardez ici. Il y a eu dissociation des sous-unités régulatrices des deux autres sous-unités catalytiques. Donc là, vous voyez qu'il y a activation de ma protéine kinase A. C'est ça le site actif. Là, il était masqué quand il était lié. Là, il est démasqué. Donc notre protéine kinase A, là, elle se retrouve active. Si elle est active, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va phosphoryler. Qu'est-ce qu'elle va phosphoryler? Elle va phosphoryler une enzyme qu'on appelle phosphorylase kinase. D'accord? Cette enzyme phosphorylase kinase, kiff, elle existe sous deux formes. Une forme phosphorylée active, une forme non phosphorylée inactive. C'est-à-dire, au départ, elle n'était pas phosphorylée, elle était inactive. Dès qu'elle sera phosphorylée par cette protéine kinase 1, elle va être active. La phosphorylase kinase étant activée, elle va à son tour phosphoryler une autre enzyme, qui est la glycogène phosphorylase. La même chose, la glycogène phosphorylase, elle existe sous deux formes, une forme phosphorylée active et une forme non phosphorylée inactive. Sinon, la prochaine fois, je vais essayer de vous faire un petit schéma, si je n'oublie pas et si j'ai le temps. Donc, cette glycogène phosphorylase, une fois qu'elle est active, elle va commencer à dégrader notre glycogène. Qu'est-ce qu'elle fait, la glycogène phosphorylase? Souvenez-vous, le glycogène, c'est plusieurs glucoses qui sont reliés entre eux par des liaisons alpha-1,4 avec des ramifications alpha-1,6. Et donc, la glycogène phosphorylase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va couper les liaisons alpha-1,4. Donc, chaque fois qu'il y a deux glucoses qui sont reliés entre eux par une liaison alpha-1,4, elle va couper. Elle coupe et elle va libérer du glucose. Sauf que quand on dégrade le glycogène,
on ne libère pas du glucose libre, glucose simplement, on va le libérer sous forme de glucose 1-phosphate. Parce que pourquoi l'enzyme, c'est une phosphorylase. Donc, il y a toujours des phosphores. Ensuite, le glucose 1-phosphate en fonction des besoins de votre organisme. Si on est en hypoglycémie, donc on doit transformer ce glucose 1-phosphate en glucose. Donc, bien sûr, il va être transformé d'abord en glucose 6-phosphate. Ensuite, le glucose 6-phosphate sera transformé en glucose. Et on maintient la glycémie normale entre 0,7 et 1 gramme. Si par contre, ce n'est pas du glucose qu'on veut, mais on veut plutôt de l'énergie, donc le glucose 1-phosphate qui sera transformé en glucose 6-phosphate, le glucose 6-phosphate, il va emprunter la voie de la glycolyse pour former de l'ATP. Si par contre, on a besoin, par exemple, de former des acides nucléiques, on aura donc besoin du ribose, et donc il va emprunter la voie des pentosephosphates. La même chose, si on a besoin, par exemple, de synthétiser des lipides, on aura besoin du NADPH2, c'est la voie des pentosephosphates. Donc, vous voyez, le glucose 6-phosphate, il va emprunter, on appelle carrefour métabolique. Il peut emprunter plusieurs voies en fonction des besoins, bien sûr, de l'organisme. Clair? Plus ou moins. Bon, allez, vous retenez, je vais pas vous demander de retenir, non, mais retenez que c'est ce qu'il faudra en réalité retenir, hein. C'est que la liaison de l'hormone à son récepteur va induire un changement de conformation du récepteur. Récepteur étant activé, va activer la protéine G. La protéine G activée va activer l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase va produire de l'AMP cyclique qui va alors activer des kinases et obtenir, suite à une cascade de réactions, on aura la réponse biologique voulue. Donc, je vous demande pas de retenir la cascade biologique. C'est juste parce que vous avez fait l'année passée le glycogène, donc j'essaie d'un petit peu de vous expliquer ce que vous avez fait. D'accord? Pardon, madame. Pour les sous-unités bêta et gamma, elles n'ont aucun effet sur l'enzyme. Non. C'est juste que c'est pour la protéine G. Si elle s'associe, elle est inactive. Si elle se dissocie, elle est active. Donc, ce sont des régulatrices. Toutes les sous-unités régulatrices, c'est par rapport à la protéine elle-même ou l'enzyme elle-même quand il s'agit des sous-unités régulatrices. D'accord, merci. Je vous en prie. Le deuxième effecteur, c'est la phospholipase C. Donc, la même chose. L'hormone, elle se lie à son récepteur. Toujours le site de liaison, il se retrouve au niveau du domaine extracellulaire. Ça va de soi. C'est lui qui va reconnaître l'hormone en question. Il va la lier. Et cette liaison, toujours, induit un changement de conformation au niveau du domaine intracellulaire. Donc, le récepteur étant activé, il va, comme tout à l'heure, activer la protéine G, c'est-à-dire remplacement du GDP par du GTP, dissociation de sous-unités. La protéine G étant activée, elle va activer à ce moment-là la phospholipase C. Qu'est-ce qu'elle fait, la phospholipase C? Elle va agir sur celui-là, le phosphatidyl-inositol biphosphate. Donc, PIP2, c'est phosphatidyl, inositol, biphosphate. Vous avez un PDF qui explique très très bien. Donc, le phosphatidyl inositol biphosphate, il va alors être scindé en deux molécules. Donc, on aura du diacylglycérol et de l'inositol triphosphate. Qu'est-ce qu'il fait, l'inositol triphosphate? Il va permettre de libérer du calcium à l'intérieur de la cellule, parce que le calcium, il est stocké dans des vésicules. Donc là, cet inositol triphosphate, il va permettre la libération du calcium à l'intérieur de la cellule. Le calcium, il va alors se lier à une protéine spécifique qui est la calmoduline. Et donc, cette liaison du calcium à calmoduline va activer une calmoduline kinase. Donc, c'est la même chose, c'est des kinases. Donc, vous voyez, c'est des phosphorylations. À chaque fois qu'il y a une kinase, vous voyez ça veut dire une phosphorylation, ça veut dire c'est une activation. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas à chaque enzyme qu'on phosphoryle, on l'active. Hein. Il y a certaines enzymes que quand on les phosphoryle, on les désactive. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Pour le glycogène, vous savez que le glycogène, la dégradation, elle se fait par les phosphorylases et la synthèse, elle se fait par la glycogène synthase. Et ces deux enzymes, que ce soit la glycogène synthase, soit la glycogène phosphorylase, elles peuvent être phosphorylées ou déphosphorylées. Donc, dans le premier cas, quand on fait la dégradation, la phosphorylation active l'enzyme qui dégrade. Mais dans le deuxième cas, par rapport à la synthèse, la phosphorylation, elle inhibe l'enzyme qui peut synthétiser. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas synthétiser et dégrader en même temps parce que ce serait une perte. On synthétise, on va consommer de l'énergie pour ensuite dégrader, produire de l'énergie. Ça sert absolument à rien. L'organisme est très intelligent.
soit il synthétise, soit il dégrade. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, la phosphorylation ne signifie pas toujours activation. Dans certains cas, elle peut être une inhibition de la protéine. Et donc là, je reviens à ma calmodulu. Donc, je vous ai dit, ce calcium, il va se lier à une protéine de transport et donc activation d'une kinase. Et la kinase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler une protéine. Et après, la même chose, cette protéine qui est phosphorylée va à son tour phosphoryler une autre protéine. C'est toute une cascade. Et vers la fin, certaines peuvent être activées, d'autres peuvent être inhibées. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le diacylglycérol qui a été formé, il va à son tour activer une protéine kinase C. Cette protéine kinase C, donc comme c'est une kinase, kiff, elle va phosphoryler des protéines, induisant soit leur activation, soit leur inhibition. Donc vous voyez que pourquoi il y a toujours, on avait dit que la concentration des hormones, elle était très très faible dans l'organisme. D'une part, parce que la liaison hormone-récepteur était de haute affinité, donc on n'a pas besoin de grande concentration. Ça, c'est d'une part, mais d'autre part, parce que vous voyez que à chaque fois qu'une molécule est activée, elle va à son tour activer. C'est des cascades de réactions, il y a une amplification du signal, et donc on a besoin de très très peu d'hormones pour obtenir une réponse assez importante. Claire? Pas de questions? Je continue. Madame. Oui? J'ai une question, j'ai pas bien compris le rôle de calcium. Alors, c'est parce que là, vous allez faire après l'année prochaine, on se focalise en long et en large. C'est pour ça que vous êtes qu'en deuxième année, donc on ne détaille pas tout en détail. Hein. On vous donne juste des notions générales. Vous retenez uniquement que cet inositol triphosphate va alors pouvoir libérer du calcium à l'intérieur de la cellule. Donc, le calcium qui était stocké dans des vésicules de stockage, il sera libéré dans la cellule et après, il va pouvoir activer des kinases. Il n'y a pas que, par exemple, je peux vous dire que ce calcium, si on est ça dépend de la cellule, mais par exemple, pour l'insuline, le calcium, il va activer la libération de l'insuline. Donc, vous voyez, et après, le calcium, il a beaucoup d'effets. Donc là, juste que ici, vous allez avoir une activation d'une kinase qui, à son tour, va induire toute une cascade de phosphorylation pour, vers la fin, obtenir une réponse biologique. Donc, moi, ce qui m'intéresse à ce stade-là, c'est que vous retenez qu'il y a toujours une cascade de réactions par phosphorylation. Et qui dit phosphorylation ne veut pas dire systématiquement activation. Ça dépend. Ça peut être une activation, comme ça peut être une inhibition. Et après là, ça dépend de la cellule, qu'est-ce qu'elle veut. Ça dépend de la réponse, déjà qui est portée par l'hormone. Est-ce que c'est une hormone qui va activer ou est-ce que c'est une hormone qui va plutôt inhiber? Et bien sûr, c'est en fonction des conditions physiologiques de la cellule. D'accord, merci. Ça, c'est pour les protéines qui sont couplées ou pas, qui agissent via un récepteur couplé aux protéines G. Là, on va passer aux enzymes qui agissent via un récepteur qui est doué d'une activité enzymatique. D'accord? Et donc là, l'enzyme, enfin, le récepteur lui-même, il a le rôle du récepteur, comme on avait vu pour les récepteurs couplés à la protéine G, mais lui-même, il a l'activité enzymatique. Donc, on n'a pas besoin de l'effecteur comme tout à l'heure. Et donc, on a trois types de récepteurs qui sont doués d'une activité enzymatique. On a les récepteurs qui sont doués d'une activité tyrosine kinase. C'est le récepteur à insuline. D'ailleurs, c'est ce qu'on va détailler. On a les récepteurs qui sont doués d'une activité guanylyl cyclase. C'est le cas, par exemple, de l'ANP. Et on a également certains récepteurs qui sont doués d'une activité tyrosine phosphatase. Et donc, nous, comme on s'intéresse aux hormones, on va développer uniquement le récepteur à l'insuline. Donc, vous voyez ici, comme c'est un récepteur membranaire, donc on trouve toujours un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire. On avait dit que toujours le domaine extracellulaire, c'est lui qui est le domaine de liaison de l'hormone. Vous voyez ici l'insuline, c'est celle-là. Donc le domaine de liaison à l'hormone, c'est toujours le domaine extracellulaire. Et on avait dit que tout à l'heure également le domaine effecteur, puisqu'on avait dit que chaque récepteur possédait un domaine effecteur et un domaine de liaison à l'hormone. Pardon. Et donc vous voyez que le domaine effecteur, ici, vous voyez des chiffres. C'est un domaine qui est très riche en tyrosine. C'est pour ça qu'on parle d'une activité tyrosine kinase. Donc, on a beaucoup de tyrosine là. Ce sont des acides aminés.
C'est des protéines, donc c'est des acides aminés, c'est des tyrosines. Et ces tyrosines, elles ont la particularité de pouvoir être autophosphorylées. Elles se phosphorylent elles-mêmes. Donc, vous voyez, là, le récepteur à insuline, il est formé de 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta qui sont reliées entre elles par des ponts disulfures, et même les 2 chaînes alpha sont reliées entre elles par des ponts disulfures. Donc là, je pense que c'est des notions que vous connaissez. En présence de l'hormone, donc l'hormone se lie à son récepteur au niveau du domaine de liaison, et cette liaison de l'hormone à son récepteur, comme tout à l'heure, va induire un changement de conformation qui fait que notre récepteur est activé. Elle va l'activer, donc il va s'auto-phosphoryler. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y avait pas de phosphore. Dès que l'hormone s'est liée, il y aura une autophosphorylation des résidus tyrosine qui se retrouvent au niveau du domaine intracellulaire, c'est-à-dire le site effecteur. Ce récepteur étant activé à ce moment-là, il va à son tour activer ce substrat, c'est IRS, substrat du récepteur à insuline. Donc là, c'est en anglais, c'est le substrat du récepteur à insuline. Là, il était inactif. Là, il est activé, regardez, par une fois qu'il a été phosphorylé. Donc, vous voyez que ce sont toujours des phosphorylations. Ce récepteur ou ce substrat du récepteur à insuline, une fois qu'il est activé, il va à son tour activer des kinases. Et donc, on aura une succession d'activation, de phosphorylation. Ce sont toujours des kinases. Vous voyez qu'il y a une kinase ici, il y a une kinase ici, une kinase ici. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais vous voyez que c'est toujours le même principe. À chaque fois qu'un substrat est activé, il va à son tour activer une autre enzyme et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des enzymes, en réalité. Et donc, c'est toujours des kinases, c'est toujours des phosphorylations. Vers la fin, on va avoir l'activation de la protéine kinase B qui, elle, est responsable des effets de l'insuline. Donc, elle va permettre au glucose, parce qu'on avait vu que l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. Donc, son rôle, c'est de faire rentrer le glucose qui est dans la circulation sanguine à l'intérieur de la cellule pour que la cellule puisse l'utiliser, donc former de l'énergie, etc. D'une part. D'autre part, également, si on n'a pas besoin d'énergie, l'excès, il sera stocké sous forme de lipides. Et donc, l'insuline, également, elle permet de stocker l'excès du glucose sous forme de triglycérides. Également, l'excès de glucose, si on n'en a pas besoin, il sera stocké sous forme de glycogène, soit au niveau musculaire, soit au niveau hépatique. Et également, elle va permettre la synthèse des protéines par rapport aux acides aminés glucoformateurs. Clair? Donc, ce que vous retenez, c'est que le récepteur à insuline est un récepteur qui est doué d'une activité enzymatique, qui est l'activité tyrosine kinase, qu'une fois que l'insuline est liée à son récepteur, on aura une autophosphorylation du récepteur qui va alors activer le récepteur, le substrat du récepteur à insuline, qui à son tour va induire toute une cascade de réactions de phosphorylation, donc activation de kinase, pour obtenir les différents effets de l'insuline que vous connaissez tous. C'est bon? Donc, je continue. S'il n'y a pas de questions. Oui? Pour la PKB, la protéine kinase B, oui. B, j'ai pas compris. Alors, vers la fin, c'est-à-dire toute cette cascade de réactions, c'est vers la fin, c'est cette enzyme qui va induire les effets de l'insuline. Qu'est-ce qu'elle fait l'insuline? L'insuline, on avait dit que c'est une hormone hypoglycémiante. Vous connaissez tous l'insuline. C'est une hormone qui est synthétisée par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Ça, vous le connaissez. Mais c'est la seule hormone hypoglycémiante de l'organisme. Toutes les autres hormones, elles sont hyperglycémiantes. Mais l'insuline, c'est la seule hypoglycémiante. Comment elle va induire une hypoglycémie, l'insuline? Vous mangez. Quand on mange, il y a du glucose. Et donc, il y aura une hyperglycémie. Il y aura le taux du glucose qui va augmenter au niveau de la circulation sanguine. Donc, on va parler d'une hyperglycémie. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire une hyperglycémie. Donc, notre pancréas va synthétiser de l'insuline. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'insuline? Elle va induire la diminution du taux de glucose dans le sang. Comment elle va faire? D'une part, elle va induire l'entrée du glucose à l'intérieur des différentes cellules. Donc, pour qu'au niveau de la circulation sanguine, on ne dépasse pas les 1 gramme. C'est toujours entre 0,7 et 1 gramme. D'accord? Donc,
bien sûr, à travers les glutes, etc. Donc, le glucose va rentrer à l'intérieur des cellules. D'autre part, une fois qu'il est rentré à l'intérieur de la cellule, elle va utiliser ce glucose. Elle va l'utiliser pourquoi? Généralement, c'est pour produire de l'énergie. Et donc, glycolyse, ATP. Mais si la cellule n'a pas besoin d'énergie, si c'est une cellule musculaire qui travaille tout le temps, donc elle va rapidement utiliser le glucose. Mais si c'est une autre cellule, par exemple, si c'est une cellule adipeuse, ce n'est pas tout le temps qu'elle a besoin d'énergie, donc elle va stocker ce glucose sous forme de lipides, sous forme de triglycérides. Si on est au niveau du foie, le foie va stocker ce glucose au niveau du glycogène. Pour une fois que, quand l'organisme est en hypoglycémie, si la personne n'a pas mangé pendant une longue période, ce n'est pas pour autant qu'elle va faire une hypoglycémie. C'est le cas par exemple maintenant. Non, il est, je ne sais pas, 14 heures passées, mais on ne fait pas une hypoglycémie parce qu'on va faire appel à ce glycogène qu'on a stocké au niveau hépatique. On va le dégrader grâce à ce qu'on a fait tout à l'heure, grâce à l'adrénaline ou le glucagon, donc grâce à la dénylate cyclase. Et également, l'insuline, elle favorise la synthèse des protéines. D'accord? Donc ça, c'est les effets de l'insuline. Et comment ils sont assurés? Grâce à cette cascade de réactions. C'est-à-dire, vous retenez toujours qu'il y a une cascade de réactions et ces réactions, ce sont toujours des réactions de phosphorylation. Donc, on va toujours faire appel à des kinases. Vous voyez qu'il y a toujours un cas. Kinase. Et qui dit kinase, ça veut dire phosphorylation. D'accord? Après, parce que si vous voulez que je rentre trop dans le détail, c'est un peu compliqué, on va parler des mapkinases, etc. C'est pas la peine, vous êtes des deuxième années, ça sert à rien de rentrer dans le détail du détail. C'est-à-dire, vous retenez uniquement ça. J'ai une cascade de réactions pour obtenir vers la fin les effets de l'insuline, qui sont principalement l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule, la mise en réserve de l'excès sous forme de glycogène et sous forme de lipides. Déjà, si vous connaissez ça, c'est déjà pas mal. Clair? On passe au deuxième type, c'est les récepteurs intracellulaires ou le récepteur nucléaire. Donc, il est plus juste de dire intracellulaire, mais on a tendance à dire récepteur nucléaire. Donc, on a deux types d'hormones qui agissent via ces récepteurs intracellulaires. On a les hormones stéroïdiennes et les hormones thyroïdiennes. La seule différence, c'est qu'au niveau pour les hormones stéroïdiennes, le récepteur, vous allez le trouver au niveau du cytoplasme, alors que pour les hormones thyroïdiennes, il est à l'intérieur même du noyau. C'est-à-dire là, le récepteur, il est à l'intérieur du noyau. Donc l'hormone, elle va aller directement, elle va traverser la membrane plasmique, elle va traverser le cytoplasme et elle va vers le noyau, où elle va trouver son récepteur pour qu'elle se lie. Alors que pour le récepteur des hormones stéroïdiennes, ils sont au niveau cytoplasmique, c'est-à-dire que quand l'hormone stéroïdienne, quand le stéroïde, que ce soit cortisol, etc., il arrive, il va traverser la membrane plasmique, il est de nature lipidique, donc il n'y a pas de problème, il traverse la membrane plasmique, il trouve son récepteur au niveau du cytoplasme, il se lie, l'hormone va se lier à son récepteur, ensuite c'est le couple hormone-récepteur, donc c'est le complexe hormone-récepteur qui va migrer vers le noyau. Parce que si on parle de récepteurs nucléaires, comme leur nom l'indique, ça sous-entend qu'on a besoin de l'ADN. On va agir sur l'ADN. Ce n'est pas comme les récepteurs membranaires. Vous avez vu que les récepteurs membranaires, on va juste activer des protéines qui sont déjà synthétisées, elles sont là. Soit on va les activer, soit on va les désactiver. C'est-à-dire, dans tous les cas, on va les phosphoryler. Et cette phosphorylation, soit elle va induire leur activation, soit elle va induire leur inhibition. Par contre, ici, non. On va vers l'ADN, donc on va plutôt vers la synthèse de la protéine proprement dite. D'accord? Donc, vous voyez, votre hormone, elle est là, elle vient, elle trouve son récepteur. Là, vous avez, c'est un récepteur des hormones stéroïdiennes, parce que là, on a pris, par exemple, ils ont pris les oestrogènes. Donc, un récepteur des hormones stéroïdiennes. Et après, bon, ils n'ont pas fait vraiment la liaison, mais l'essentiel, vers la fin, on va agir sur l'ADN. Et qui dit ADN, ça sous-entend la synthèse d'une protéine. Donc là, vous avez, par exemple, avant de cela, je pense qu'il y a normalement, il y a une diapo avant. Je sais pas, les diapos, elles ont sauté. Mais on doit commencer d'abord par celle-là. Alors,
quelle est l'organisation? Vous voyez ici, pour les récepteurs intracellulaires, l'organisation, elle est différente des récepteurs membranaires. Tout à l'heure, je vous ai dit, quel que soit le récepteur membranaire, qu'il soit couplé à la protéine G, qu'il soit doué d'une activité enzymatique, et on trouve toujours les trois domaines, extracellulaire, transmembranaire et intracellulaire. Là, c'est une autre paire de manches. Donc là, en partant de l'extrémité interminale vers l'extrémité C-terminale, vous avez 5 domaines. On a le premier domaine qui est le domaine AB, on a un deuxième domaine qui est le domaine C, ensuite le domaine D, ensuite le E et vers la fin le F. Et vous voyez que le domaine AB, qui est vers le domaine, l'extrémité interminale, c'est le domaine le plus variable. Donc c'est lui qui diffère entre les différentes hormones. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est celui qui permet de reconnaître l'hormone ou la classe d'hormones. C'est pour ça qu'il est variable. Et vous voyez qu'il existe toujours du côté interminal, comme pour les hormones qui agissent via le récepteur membranaire. On avait vu que le domaine qui reconnaît et le domaine de liaison était à l'extérieur vers l'extrémité interminale. Ensuite, vous avez le domaine C, qu'on peut appeler également DBD, pour domaine de liaison à l'ADN. Domaine de liaison à l'ADN, donc DNA Binding Domain. Ensuite, on a le domaine D. Le domaine D, en réalité, ce sont des séquences de localisation nucléaire. On appelle NLS pour séquence de localisation nucléaire. Comme on avait vu, ces hormones vont agir sur l'ADN. Et donc, quand le complexe hormone-récepteur va se fixer sur l'ADN, il ne pourra pas se fixer n'importe où non, au niveau de l'ADN. Regardez, si je reprends l'image de tout à l'heure. Donc, quand notre hormone avec son récepteur va se fixer au niveau de l'ADN, il peut se fixer ici, il peut se fixer ici, mais non, il va se fixer dans une place bien déterminée. Et comment il va reconnaître? C'est grâce à ce domaine, c'est ce domaine qui va reconnaître la localisation où notre récepteur va se fixer sur l'ADN. Et à la fin, on a le domaine E et le domaine F qui représentent le domaine de liaison au ligand, c'est-à-dire que c'est là où notre hormone va se lier. Donc, vous voyez que c'est un domaine de transactivation. Là, c'est le domaine de reconnaissance. C'est ce domaine qui permet de reconnaître uniquement, alors que la liaison, elle est ici, au niveau de l'extrémité C-terminale. C'est le domaine EF qui permet de reconnaître notre ADN. Donc, on a un exemple. Attendez, avant ça, je pense qu'il y a un autre. Voilà. Donc là, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est schématisé. Donc, on va avoir notre domaine AB qu'on avait dit que c'est le domaine le plus variable. On aura le domaine de liaison à l'ADN qui représente le domaine C. On a le domaine de liaison au ligand, c'est le domaine EF. Et donc là, notre récepteur, il est à l'état inactif. Lorsque le récepteur est à l'état inactif, on a regardé, on a ce complexe protéique. C'est un complexe protéique inhibiteur qui vient ici, qui va, si vous voulez, masquer le domaine de liaison à l'hormone. Donc là, lorsque cette protéine, elle est fixée ici, l'hormone, elle ne peut pas se fixer. Et même notre domaine de liaison à l'ADN, il est inhibé, si vous voulez, il est au repos. En présence, dès que l'hormone est libérée dans la circulation sanguine et qu'elle atteint la cellule cible, donc le domaine AB va la reconnaître. Dès que le domaine AB reconnaît l'hormone en question, il va donner un signal. Et donc, à ce moment-là, cette protéine ou ce complexe protéique inhibiteur va être éliminé pour démasquer le site de liaison. À ce moment-là, notre hormone pourra alors se lier. J'ai un autre schéma. Voilà, c'est celui-là. Donc là, on a pris l'exemple des hormones stéroïdiennes. On avait dit que les hormones stéroïdiennes, le récepteur était cytoplasmique. Donc là, l'hormone stéroïdienne, elle est de nature lipédique, donc il lui faut un transporteur quand elle circule dans la circulation sanguine. Là, c'est la circulation sanguine. Donc, elle arrive avec son transporteur. En présence de la cellule cible, le transporteur, bien sûr, il libère notre fraction libre. On avait dit que seule la fraction libre était active. Et donc,
la fraction libre, de fait de sa nature lipidique, elle peut traverser la bicouche lipidique. Elle va normalement se lier à son récepteur au niveau cytoplasmique. Là, on est au niveau cytoplasmique. Bon, normalement, on devrait avoir un noyau ici, mais bon, c'est un schéma. C'est pas moi qui l'ai fait. Donc, l'hormone, elle est là à l'intérieur de la cellule. Elle va retrouver son récepteur. Donc là, le récepteur est inversé. Hein. Donc, le domaine AB, c'est celui-là. L'extrémité N-terminale, elle est par là. Et l'extrémité C-terminale, elle est par là. Donc là, en blanc, vous avez le domaine AB. C'est le domaine qui reconnaît l'hormone. Là, vous avez le domaine de liaison à l'ADN qui est là, il est masqué. Et là également, vous avez le domaine EF qui est le domaine de liaison du ligand qui est également masqué grâce à cette protéine ou ce complexe protéique thermique inhibiteur. Donc, dès qu'il y a présence de l'hormone, vous voyez qu'il y a départ de ce complexe qu'on appelle également protéine chaperone. Souvenez-vous uniquement que c'est un complexe protéique inhibiteur. Donc, le complexe va partir et l'hormone va pouvoir alors se lier au niveau de son domaine de liaison, comme vous le voyez ici. Donc, l'hormone a été liée au niveau du domaine EF, qui est le domaine de liaison, et vous voyez que le domaine DBD, donc regardez ici, regardez comment il est devenu, il a été activé. Donc là, il est masqué parce qu'il y a eu liaison du complexe protéique inhibiteur, mais dès qu'il y a eu départ, là, on a eu masquage, ou plutôt démasquage, pardon. Et donc là, à ce moment-là, notre récepteur est activé. Vous voyez qu'ici, le récepteur est inactivé, alors qu'ici, le récepteur est activé. Bien sûr, on a toujours le complexe. Tant qu'il est activé, l'hormone, elle est liée. À ce moment-là, puisqu'il est actif, il pourra alors se fixer sur notre ADN. Et on avait dit qu'il va pas se fixer n'importe où, mais il va se fixer dans des positions bien précises. Et il a un domaine, ce récepteur, même s'il n'est pas schématisé ici. Il est ici le domaine C, qui est le domaine de localisation nucléaire. Donc, il va reconnaître ce qu'on appelle des éléments de réponse à l'hormone. Il va reconnaître une région particulière au niveau de l'ADN qu'on appelle élément de réponse à l'hormone. Et donc, il va se lier ici. Et donc, vous voyez ici votre récepteur avec l'hormone, donc le complexe hormone-récepteur qui s'est fixé sur notre ADN. Donc, il va commencer son travail. Et c'est quoi son travail? C'est donc de former une protéine. Donc, on aura réplication de notre ADN. Ensuite, transcription de l'ADN en ARN messager. Ensuite, traduction de l'ARN messager en une protéine. Et on aura donc synthèse de la protéine qui va être ensuite déversée, bien sûr, dans la circulation sanguine. Et donc là, souvenez-vous que vous avez deux types d'hormones qui agissent via ces récepteurs. Vous avez les hormones thyroïdiennes et les hormones stéroïdiennes. Et je vous ai dit la différence, c'est la localisation du récepteur. Pour les hormones stéroïdiennes, le récepteur est à l'intérieur du cytoplasme. Et donc, l'hormone se lie à son récepteur au niveau cytoplasmique. Ensuite, le complexe hormone-récepteur migre vers le noyau et on aura ça. Alors que les hormones thyroïdiennes, non. Il faut que l'hormone passe à l'intérieur du noyau et à l'intérieur du noyau, elle va retrouver son récepteur et on aura exactement la même chose. Dès que l'hormone se lie, on aura activation du récepteur, fixation au niveau des éléments de réponse à l'hormone et on commence à produire les protéines voulues. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Madame. Oui. C'est quoi le domaine AB? Oui. Il est là, le domaine AB, c'est celui-là. Mais c'est pas le domaine qui fixe le ligand. Non. Au niveau nucléaire, c'est pas le domaine qui reconnaît qui va fixer. Ce n'est pas comme pour les récepteurs membranaires. D'accord? D'accord. Là, on a un domaine qui va reconnaître. Je peux reprendre l'autre. Non. Donc, celui-là, son rôle, c'est juste la reconnaissance. C'est le domaine EF, qui est le domaine de liaison du ligand. Donc, l'hormone, elle va se lier ici, à ce niveau. D'accord. Ça, c'est juste reconnaître, et c'est pour ça que c'est le domaine le plus variable. C'est-à-dire, après, par exemple, si on prend ici le reste, c'est pratiquement les mêmes séquences
par rapport tous les récepteurs intracellulaires. Mais là, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qu'il fait qu'il va reconnaître plutôt cette hormone que cette hormone. D'accord? Après, pour choisir l'endroit où votre complexe hormone-récepteur va se lier au niveau de l'ADN, c'est ce domaine. Ce domaine, il a la particularité de reconnaître une séquence particulière qu'on appelle élément de réponse à l'hormone. Au niveau de l'ADN, il y a une séquence particulière, donc elle sera reconnue par ce domaine, et à ce moment-là, le complexe pourra se lier sur l'ADN, et on aura début de synthèse de notre protéine, bien sûr, en passant par réplication, transcription, traduction. C'est bon? Oui. Madame, concernant le titre du schéma, c'est écrit mécanisme d'action du récepteur nucléaire des hormones stéroïdes. Alors qu'on a dit que les hormones stéroïdes, c'est au niveau du cytoplasme. Oui, je vous ai dit. Alors, écoutez, quand on vous dit récepteur nucléaire, ça se sous-entend thyroïde et stéroïde. D'accord? C'est vrai que normalement, il est plus juste de parler de récepteur intracellulaire par comparaison au récepteur membranaire. Mais on a tendance à parler nucléaire d'une façon générale, même s'il est au niveau du cytoplasme. Pourquoi? Parce que vers la fin, on va agir sur l'ADN. Vers la fin, on va être au niveau du noyau. C'est-à-dire, vers la fin, le complexe hormone-récepteur va se diriger vers le noyau. Et on va agir sur l'ADN. C'est pour ça qu'on parle de récepteur nucléaire. Donc, quand on vous dit récepteur nucléaire, ça ne veut pas dire uniquement thyroïde, hein, les hormones thyroïdiennes. C'est également les hormones stéroïdiennes. Vous avez les deux. D'accord, madame. Très bien. Donc là, Madame. Oui, je vous écoute. Les récepteurs libres, comment il va être activé? Comment il va activer? Oui. Dès qu'il y a... Attendez. Non. Dès qu'il y a présence de cette hormone, dès qu'il y a libération de cette hormone au niveau de la circulation sanguine, bien sûr, il y a des signaux. C'est-à-dire, l'organisme, il va vouloir, il a besoin d'une protéine. Donc, il va donner un signal à notre organisme. Il va lui dire, j'ai besoin de synthétiser cette protéine. Et donc là, le signal, il va aller vers l'hypothalamus qui va synthétiser une hormone hypothalamique qui va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse va synthétiser une hormone hypophysaire qui va agir sur la glande périphérique et la glande périphérique va vous libérer cette hormone. D'accord. Et dès qu'il y a présence de cette hormone, elle est reconnue par ce domaine AB. Et donc, dès qu'elle est reconnue par ce domaine AB, ce complexe va se dissocier et notre hormone pourra alors se lier. D'accord? Et dès que l'hormone s'est liée, je vous ai dit, ce domaine, il va être libre, démasqué, donc il pourra se lier au niveau de l'ADN, bien sûr, grâce au NLS qui va reconnaître une séquence particulière au niveau de l'ADN. Tout est fait d'une façon très très bien coordonnée, au millimètre près, machine en millimètre, je sais pas, picomètre ou plus. D'accord? D'accord, merci. J'en prie. Alors là, c'est juste à titre indicatif. Je ne sais pas si vous avez fait les doigts de zinc en immuno, plutôt pas en immuno, en génétique. Quand vous avez étudié l'ADN, est-ce qu'on vous a parlé des doigts de zinc, etc. Sachez uniquement que ce domaine de liaison à l'ADN, c'est un domaine qui est très riche en cystéine. Et quand on a des cystéines, ça nous permet, avec le zinc, vous avez vu, on avait vu les oligoéléments, on avait vu que le zinc intervenait dans l'ADN. Pourquoi? Parce que c'est justement, il permet de former ces doigts de zinc qui sont très importants pour la stabilité de notre structure et également dans la régulation. Donc, vous voyez également, ça permet de positionner ce domaine au niveau du grand sillon de l'ADN. Vous avez fait ça, il y a le petit sillon, le grand sillon. Et donc, les choses sont faites parfaitement. Donc, c'est ça les doigts de zinc. Vous avez, quand on a 4 cystéines, vont se lier à du zinc et on aura ça. C'est les doigts de zinc. Je sais pas si vous avez fait ça en génétique ou pas.
Également, la dernière fois, quand on a fait les généralités, on avait dit que quand on va doser, quand on a une clinique, bien sûr, il y a le patient qui vient vous voir, il vous, c'est-à-dire, il vous, comment dirais-je, il vous décrit, voilà, il vous décrit des symptômes. Donc, vous avez un tableau clinique qui vous fait penser à une pathologie. Et donc, vous pensez à une pathologie hormonale, vous allez demander un dosage hormonal. Alors, on va doser, nous, au laboratoire, on vous dose l'hormone, on peut la trouver basse, on va dire que c'est une hyposécrétion, comme on peut la trouver élevée, on va dire que c'est une hypersécrétion, vous vous souvenez. Et généralement, je vous ai dit, ce sont les glandes. Donc, généralement, la plupart des troubles, ce sont des troubles périphériques, donc c'est la glande qui est atteinte, qui ne sécrète pas ou qui sécrète en excès. Mais n'oubliez pas que parfois, ce n'est pas la glande. Parfois, ce n'est ni la glande, ni l'hypophyse, ni l'hypothalamus. Parfois, c'est un problème au niveau du récepteur. Et parmi les pathologies où vous avez des problèmes au niveau du récepteur, vous avez ça. Vous avez, par exemple, je vous cite quelques exemples, vous avez le syndrome de Laron. L'AGH, est-ce que vous connaissez c'est quoi l'AGH? Non. Alors, c'est l'hormone de croissance. Très bien. C'est growth hormone. C'est l'hormone de croissance. Donc, quand on n'a pas l'hormone de croissance, il y a une pathologie où il y a un déficit en hormone de croissance. Donc, ça va donner quoi à votre avis quand il y a un déficit en hormone de croissance? Trouble de croissance. Un trouble de la croissance. Et comment on appelle ça? Le nanisme. Très bien, très bien. C'est le nanisme. Donc, le nanisme, c'est un déficit en GH. La GH, le gène qui code pour la GH, il a une mutation qui fait qu'on n'arrive pas à synthétiser de la GH. Il y a un défaut de sécrétion de la GH. Ça, c'est le nanisme. Mais à côté du nanisme, on a un syndrome de Laron. Le syndrome de Laron, vous allez avoir presque la même chose, mais c'est un problème au niveau du récepteur. C'est le récepteur de la GH qui porte une mutation qui fait que la GH, même si elle est synthétisée, même si elle est sécrétée, elle n'est pas reconnue par son récepteur. Et donc, on ne peut pas avoir la croissance, donc on va avoir des troubles de croissance. D'accord? On peut également donner un autre exemple que vous allez voir. Par exemple, toujours si je garde, on parle de croissance, là c'est la GH, le gigantisme. Là c'est des gens qui grandissent vite, c'est-à-dire, et c'est des géants, ça dépasse les 2 mètres. Et là, vous voyez, parce que la GH, c'est une hormone qui agit via un récepteur membranaire couplé à la protéine G. Et là, la protéine G, sa sous-unité alpha, on avait dit que c'était une sous-unité catalytique, sa sous-unité alpha, elle porte une mutation, et c'est une mutation activatrice. Donc, même s'il n'y a pas de GH, cette sous-unité alpha, elle est tout le temps activée. Et donc, elle va tout le temps produire les effets de la GH, et donc ça va donner le gigantisme. Donc, vous voyez, on peut avoir une mutation du récepteur de la GH qui fait que la GH n'est pas reconnue, on aura le syndrome de Laron, alors qu'on peut avoir une mutation au niveau de la sous-unité qui va vous donner du gigantisme. Donc, ce n'est pas toujours l'hormone en question. C'est vrai que plus fréquemment, c'est l'hormone qui n'est pas synthétisée ou qui est synthétisée en excès. Mais parfois, ça peut être le récepteur. L'autre fois, votre camarade, elle m'a parlé également du diabète de type 2. Je lui ai dit, oui, effectivement, au cours du diabète 2, ça peut être une mutation au niveau du récepteur, mais vous allez voir l'année prochaine quand on va faire le diabète, c'est moi qui vais faire le cours Inch'Allah, que les mutations du récepteur pour le diabète de type 2, elles sont exceptionnelles. Le type 2, généralement, c'est une insulinorésistance. Et qui dit insulinorésistance, ça veut dire le mode de vie. Vous avez également d'autres types. Je vais prendre par exemple la thyroïde, puisqu'on va faire la thyroïde. Ou alors la DH. Donc la DH, que vous allez faire également. Donc le diabète insipide, contrairement au diabète sucré, est un problème au niveau de la DH. Et là, également, on a une mutation qui va inactiver le récepteur de la DH. Ça peut donner le diabète insipide. Pour la TSH, le Hashimoto par exemple, là, on peut avoir une hypothyroïdie, c'est vrai que c'est rare, mais généralement, c'est des auto-anticorps. Par exemple, si je prends par exemple la maladie de base d'eau, on va faire juste la séance prochaine. La maladie de base d'eau, c'est la présence des auto-anticorps et des auto-anticorps qui vont stimuler le récepteur de la TSH. Donc la TSH, c'est pas un problème de TSH,
Mais on a des auto-anticorps qui vont agir comme une TSH, donc ils vont avoir un effet agoniste. Ils seront reconnus par le récepteur de la TSH et donc ils vont agir comme une TSH et on va avoir une hyperthyroïdie qu'on appelle la maladie de Maslow. Donc là, c'est juste pour vous dire que parfois, c'est un problème au niveau du récepteur et également, n'oubliez pas que parfois, c'est un problème de transporteur. D'accord? Donc, en grosso modo, je pense que j'ai tout fait, je n'ai rien oublié. Je reviens en arrière, c'est juste pour voir il y a quelque chose que j'ai raté, que je ne vous ai pas expliqué. Mais je pense que c'est bon. Donc, si vous n'avez pas de questions, ben, je vous dis c'est bon pour aujourd'hui. Et on fera la séance prochaine à la thyroïde. C'est quand la séance prochaine, s'il vous plaît? La séance prochaine, logiquement, c'est lundi. Pas lundi, dimanche. C'est ça. Dimanche. Justement, le dimanche. Le dimanche, qu'est-ce que vous avez en dehors de la biochimie? Pour l'instant, ils n'ont pas fixé les cours qu'on a. Quand est-ce que vous faites l'anatomie? Le mardi? Normalement, on a le dimanche, mais on ne sait pas si on a cours ou pas. Normalement, on a anatomie, dimanche. C'est-à-dire le dimanche matin, c'est anatomie, le dimanche après-midi, c'est la biochimie. Oui. Mais anatomie, c'est en ligne, non? En tout cas, écoutez, on fera la thyroïde le dimanche, Inch'Allah. Sincèrement, la thyroïde, c'est un cours que je n'aime pas faire par visioconférence. Hein. La thyroïde, c'est un cours que j'aime bien faire en présentiel. Mais bon, comme ça, c'est un peu difficile, Ramadan, etc. Je ne sais pas. Si j'arrive à avoir un amphi, est-ce que vous allez venir? Ici à Tizi, hein? À Tamda. Non. Non, madame, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas, vous habitez loin? Oui. Oui, madame. Il y a des gens qui sont proches, ils peuvent venir. Mais bon, on ne peut pas pénaliser ceux qui habitent loin. Je comprends tout à fait, c'est Ramadan, c'est pas évident de rester à la cité. Donc, si vous, on va faire par visio, c'est pas grave. On va faire par visio. Donc, on va essayer de faire par visio, mais peut-être un peu plus tôt, hein, pas à 14h. Oui, 13h par exemple. Voilà, on va essayer de faire à 13h. Et voilà, 13h, je pense que ça ira. Le temps que tout le monde se connecte, etc. Comme ça, 13h30, on commence. D'accord. Très bien. Et après la thyroïde, je sais pas, moi je vous conseille d'assister. C'est vrai que là, pour le moment, ça reste des généralités, mais pour la thyroïde, moi je vous conseille d'être présent là parce que je vois que vous êtes moins de 200. Mais dites à vos camarades, l'idéal c'est d'assister. C'est vrai que vous pourriez voir l'enregistrement, mais l'idéal c'est d'assister au cours parce que c'est un cours très intéressant. C'est un cours que généralement les étudiants aiment bien. Oui. Madame, est-ce que c'est possible de répéter le mécanisme d'action des hormones stéroïdiennes? Où est-ce qu'elle est la diapo? Attendez, je vais la chercher. Donc, c'est un peu en arrière. Ici. Vous voulez ça? C'est ce que vous voulez que je vous répète? Oui, madame, s'il vous plaît. Très bien. Regardez. Là, le petit cercle noir, c'est l'hormone stéroïdienne. Peu importe c'est quoi comme hormone stéroïdienne. Hein. Là, ils ont pris l'exemple des androgènes. On avait dit que les hormones stéroïdiennes, ce sont des hormones qui dérivent du cholestérol, donc ils sont de nature lipidique. Et du moment qu'ils sont de nature lipidique, ils ont besoin d'un transporteur pour circuler dans la circulation sanguine. Et donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez un transporteur avec l'hormone stéroïdienne. Là, ils arrivent au niveau de la cellule cible. Ça, c'est votre cellule cible. Donc, au niveau de la cellule cible, le transporteur va libérer l'hormone. Donc là, c'est la fraction libre de mon hormone stéroïdienne. L'hormone stéroïdienne va pénétrer à l'intérieur. Donc là, c'est votre membrane plasmique. Elle va traverser la membrane plasmique. Et elle va aller à l'intérieur
du noyau. D'accord? Alors, c'est vrai que normalement, on devrait mettre ici le récepteur au niveau cytoplasmique. Ensuite, on fait rentrer le complexe en entier à l'intérieur du noyau. Mais bon, c'est un schéma, c'est pas moi qui ai fait ce schéma. Peu importe. C'est pas très important pour nous. Donc, notre hormone, elle est là, à l'intérieur. Donc, vous voyez, on est à l'intérieur nucléaire. Donc, l'hormone, elle est là. Notre récepteur, il est là. À ce moment-là, le récepteur, il est inactivé. Vous voyez, ici, il est inactivé. Pourquoi il est inactivé? Parce qu'il y a cette protéine inhibitrice, ou ce complexe protéique inhibiteur, qui se lie aussi bien au domaine de liaison de l'ADN que domaine